We are starting the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skycrane maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Looks like we're getting the first image. This is the most amazing thing. This is what NASA does. This is what we can do as a country. Un auteur inconnu a déjà dit « Souvenez-vous qu'au moment de votre naissance, tout le monde était dans la joie, et vous, dans les pleurs. Vivez de manière qu'au moment de votre mort, tout le monde soit dans les pleurs, et vous, dans la joie. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Bon vendredi 19 février 2021, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. On est très content de vous jaser ce soir. Salutations Christian! Salut Yannick! As-tu entendu la petite capsule de persévérance que je t'ai mis au début de l'émission? Absolument. Et écoute, parce que bon, ce soir, disons-le tout de suite, on va se faire une émission un peu légère, mais on va parler des Martiens. Exact. Et ce que dans la petite capsule que tu as mis, il y a quelque chose qui, justement, faisait partie de mon discours de ce soir, c'est j'ai regardé, bien sûr, en direct l'atterrissage de Persévérance. Ouais. Mais dans mon cas, à moi, je suis un passionné par la conquête de l'espace, donc rien de nouveau. J'ai été surpris, par exemple, ce matin de voir que depuis que les Américains envoient des sondes sur Mars, donc depuis le milieu des années 70 avec les sondes Viking, les sondes Viking qui se sont posées en 1976. Les Russes avaient eu des tentatives avec Mars 1, 2, 3, mais ça s'était mal terminé. Donc les premiers à avoir mis un atterrisseur sur Mars, c'est les sondes Viking, ce sont les Américains. Et ensuite, les Américains ont connu plutôt des bons succès avec Mars. D'ailleurs, c'est eux qui ont été les premiers à photographier la surface de Mars dans les années 60 avec une sonde en 1965 qui s'appelait Mariner 4. Et, bon, après, donc, l'émission de Viking dans les années 70, il y a eu une espèce d'arrêt qui a duré pratiquement 20 ans avec les Américains, avec la mission Mars par Pathfinder, renvoie une sonde sur Mars. Et là, il y avait eu, bien sûr, un grand intérêt. Après cette pause de 20 ans, on retournait sur Mars. Et ça avait soulevé énormément d'intérêt. Mais tout ça pour te dire que j'apprends ce matin que depuis qu'on envoie des sondes sur Mars, depuis que les Américains envoient des sondes sur Mars, la mission Persévérance et l'émission, peut-être, bien sûr en raison du confinement, mais c'est la mission sur Mars qui a soulevé jusqu'à maintenant le plus d'intérêt. Et bien sûr, je pense que le confinement y est pour quelque chose. La façon dont la sonde également atterrissait sur Mars, c'était particulièrement... Il fallait vraiment là une précision d'horloger pour que tout ça puisse fonctionner. Mais aussi, ce qui fait rêver, c'est que dans le cas de la mission de Persévérance, il y aura ce petit hélicoptère Ingéniosité qui va s'envoler au-dessus de la surface de Mars, ce qui est une première dans l'histoire de la conquête de l'espace. Jamais un véhicule a volé dans la basse atmosphère d'une planète. Jusqu'à maintenant, les seuls où il y avait une réentrée, on faisait poser une sonde sur la planète, comme les Soviétiques l'ont fait avec les sondes Venera sur la planète Vénus, les Américains principalement avec les sondes sur Mars.
mais les autres vaisseaux étaient en orbite autour de la planète, c'est ce qu'on appelle les orbiteurs. Mais là, pour la première fois, un véhicule va se déplacer dans l'atmosphère de la planète, dans son ciel, pour nous montrer un peu, bien sûr, l'environnement, mais pour également aiguiller les futures missions, le futur travail que devra exécuter le robot Persévérance, qui lui est un astromobile, hein, il a l'air d'une petite voiture à 6 roues, et donc il va se déplacer pour faire des prélèvements. Mais aussi la mission première de Persévérance, c'est les Martiens. Donc, toutes les autres missions précédentes, bien sûr, il y avait un volet de recherche de vie martienne. Mais également, il y avait des études géologiques, des études atmosphériques, le climat, les vents de Mars, etc. Dans le cas de Persévérance, bien sûr, il y aura des volets semblables, mais ces volets seront relayés au 2e niveau, puisque la mission première de Persévérance, c'est de trouver des anciennes traces de vie sur Mars. Et elle fera une première tentative de voir s'il est possible de faire ce qu'on appelle du terraformat, c'est-à-dire transformer l'atmosphère martienne en y injectant de l'oxygène, en le rendant plus dense, de manière à pouvoir créer éventuellement des environnements. Donc, on construirait des immenses bulles ou des sphères, des dômes, dans lesquels on pourrait transformer à l'intérieur du dôme l'atmosphère de Mars pour permettre des cultures, pour permettre à des astronautes d'y vivre dans un environnement presque naturel pour eux. Donc, c'est des missions importantes, d'une part, parce que on va y chercher vraiment, on va mettre les efforts pour essayer de déterminer s'il y a de la vie ou s'il y a déjà eu de la vie sur Mars, mais également, on voit à plus long terme les premières manœuvres pour permettre éventuellement l'établissement d'une base, d'une colonie sur la planète Mars. C'est très, très, très captivant. Et bien sûr, le déploiement technologique auquel on a dû faire les défis technologiques auxquels on a dû faire face pour poser la sonde Persévérance, ça aussi, c'est magnifique. Oui. Et on parlait de 7 minutes de terreur. Et ce qu'on nous a raconté, c'est que la Persévérance est entrée à l'intérieur de cette atmosphère-là, donc l'atmosphère martienne, à 20 000 km/h, et les frictions avec l'air ont fait monter la température à 1300 degrés Celsius. Oui, donc on a, à partir de temps, aussi longtemps que la sonde n'est pas en phase de rentrée, ça va. Mais à partir du moment où elle entre dans l'atmosphère de Mars, elle doit d'abord ralentir énormément. Et là, il y a une série de manœuvres qui doivent se faire. D'abord, les parachutes doivent se déployer. Ensuite, la sonde elle-même se retrouve à l'intérieur d'une coquille qui elle-même possède un système de propulsion. Lorsque le parachute est abandonné, ce mécanisme de propulsion prend en charge la sonde. Et là, la sonde est littéralement suspendue. Elle est descendue par des espèces de câbles. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu ce matin, la NASA a publié une photographie prise de l'intérieur de la coquille qui nous montre Persévérance pendue au bout de ces câbles qui peut-être à ce moment-là à quelques centaines de mètres au-dessus de la surface de Mars. C'est une image qui est tout à fait hallucinante. Et là, on dépose le robot et la coquille, elle, va s'éloigner pour aller s'écraser plus loin pour ne pas endommager le site d'atterrissage. Okay. Mais Christian, explique-moi, parce que je pense que les auditeurs sont un peu comme moi, ils connaissent pas ça autant que toi, tu peux connaître ça. Ça rentre ça à 20 000 km/h et là, ça prend ça a une température hallucinante, 1300 degrés Celsius. Ça prend un bouclier thermique, c'est ça? Oui, exactement. Donc, puis en plus, en dessous, un parachute qui n'est pas un parachute comme on connaît nous, ça doit être un parachute spécial à cette vitesse-là. Bien, écoute, non seulement, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération ici. Donc, d'abord, la friction, elle est quand même moins grande que lorsque les vaisseaux entrent sur Terre. Hein. Par exemple, les missions Apollo, le vaisseau, ce qu'on appelle le module de commande, avait une espèce de coquille qui était le bouclier thermique. Comme l'atmosphère de la Terre est beaucoup plus dense que l'atmosphère martienne, bien sûr, les températures étaient beaucoup plus élevées. On parle d'une température qui était peut-être 5 ou 6 fois plus élevée que ce qu'a dû subir le bouclier thermique de Persévérance. Mais en revanche, on a un autre problème. Sur Terre, nos parachutes ramassent de l'air. Il n'y en a pas sur Mars. La densité atmosphérique de Mars est à peu près l'équivalent du 1/100 de la Terre.
Donc, l'air, il est excessivement raréfié. Donc, tu ouvres un parachute, mais il pogne rien, ton parachute, là. donc, il doit, le véhicule lui-même, hein, qui va déposer la sonde, la coquille elle-même, c'est pourquoi il lui faut un système de propulsion pour se ralentir. Et elle a un court laps de temps pour le faire. Elle a 7 minutes pour ralentir. Et non seulement, donc, le parachute doit se déployer, la coquille doit se mettre en fonction, les réacteurs doivent se déclencher au bon moment, elle ne doit pas arriver trop vite ou trop lentement, parce que trop lentement, elle va brûler tout son carburant, trop vite, lorsqu'elle va larguer la sonde, elle va endommager la sonde. C'est vraiment une précision d'horloger, et hier, tout a bien fonctionné, ça a été un atterrissage parfait. Dans la petite capsule que tu as mis juste avant le début de l'émission. Oui. Et ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti hier quand j'ai regardé l'atterrissage de Persévérance. On entend ce technicien qui dit c'est le travail de la NASA, un grand travail. Hein, c'est le JPL Center, qui est une espèce d'organisme tentaculaire à la NASA qui gère principalement le fonctionnement, l'envoi des sondes, etc. Donc, c'est son travail principal. Il dit donc, c'est une grande réalisation de la NASA et c'est ce que nous pouvons faire et c'est ce que nous faisons de mieux, nous, en tant que peuple. Et ça me rappelait, je me suis dit, que c'est donc vrai, parce que j'y ai pensé aussi hier, quand je voyais tout ça, je me disais, toutes les bêtises d'un Donald Trump au cours des 4 dernières années nous ont fait perdre de vue à quel point, dans certains domaines, les Américains étaient vraiment, mais vraiment excellents. Il faut quand même, puis ça ne veut pas dire le fait de valoriser ce que le travail ou de s'émerveiller devant le travail de la NASA ou du JPL Center ne nous amène pas à mépriser le travail qu'ont fait d'autres nations. Hein. Seulement la semaine dernière, par exemple, les Émirats arabes unis ont mis en orbite autour de Mars une première sonde. C'est leur première d'ailleurs dans l'histoire de leur programme spatial. Une sonde qui, si je le traduis en français, c'est le mot espoir. Cette sonde n'est pas destinée à se poser sur Mars. Hein. La sonde des Émirats arabes unis va rester en orbite autour de Mars et va faire des études sur le climat, les variations du climat, les températures et autres. Les Chinois ont fait un excellent travail aussi. Ils ont mis la semaine dernière une sonde dont le nom en français voudrait dire « Question au ciel », hein, Taïwan 1. Et la sonde, elle va demeurer en orbite autour de Mars dans son état actuel jusqu'au début du mois de mai. Et là, au mois de mai, elle va larguer, un peu comme dans le cas de Persévérance, elle va larguer un atterrisseur qui ressemble à une grosse assiette sur pattes avec 2 petites rampes pour faire descendre le robot qui se trouve dessus. Donc, cette sonde va se poser. Une fois qu'elle sera au sol, ces espèces de petites rampes vont se déployer et il y a sur le dessus un petit robot qui est à peu près la grosseur d'une poussette d'enfant qui, lui, va descendre et se promener sur Mars. Ce sera donc la deuxième, en quelques semaines, ce sera le deuxième vaisseau à se poser sur Mars de 2 nations étrangères et qui, d'une certaine façon aussi un peu ennemis, hein, les Américains et les Chinois. Mais bon, les Chinois, c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, ils mettent les bouchées doubles dans leurs programmes spatiaux. Ça ne veut pas... Puis, en même temps qu'on s'émerveille devant le travail des Américains, il faut quand même se rappeler que dans l'histoire de la conquête spatiale en général, les Soviétiques ont été aussi pendant un bon moment les fers de lance. Hein. Ils ont été les premiers à mettre en orbite un satellite autour de la Terre en 1957 avec le Sputnik. Ils ont été les premiers à envoyer un être humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, si je me rappelle bien. Et ensuite, première sortie dans l'espace avec Leonov. Et là, c'est assez amusant parce qu'on est en 65 et ce n'est que des années après qu'on a appris dans le cas de la sortie de Alexis Leonov que les Russes l'astronaute a failli mourir. Les Russes, il y avait un tel bras de fer entre les Américains et les Soviétiques pour la domination de l'espace, que quand les Soviétiques ont appris que les Américains se préparaient aussi à une sortie dans l'espace, avec un astronaute qui s'appelait Edward White, qui est décédé lors de la mission Apollo 1, hein, parce que la mission Apollo 1 n'a jamais vraiment eu lieu. On était en janvier 1967, on a procédé à des essais sur la rampe de lancement, et à un moment donné, alors que les astronautes sont enfermés dans l'habitacle du module de commande, l'un d'entre eux dit « On a le feu à bord ». Mais à ce moment-là, la trappe est fermée, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir. Il va falloir de longues minutes, je crois que c'est 7 minutes avant d'ouvrir la cabine, mais elle brûle déjà dans un environnement composé à 100% d'oxygène. Même les matières inflammables à l'intérieur de la cabine ont brûlé. Alors inutile de dire que les astronautes n'étaient plus que des cadavres
calcinés. Ça a été d'une certaine façon une mort rapide pour eux, mais un épouvantable drame pour le programme spatial. Et l'un, donc, ce Edward White, qui est décédé dans la mission Apollo 1 en 1967, il est aussi le premier Américain, il s'était fait connaître, en particulier dans le programme spatial, pour avoir été le premier Américain à faire une sortie dans l'espace. Mais quand White, avant qu'il sorte dans l'espace, bien sûr, on en parlait, hein, on le préparait. On préparait le vaisseau Gemini à l'époque. On ouvrirait les écoutilles, White sortirait, le cordon ombilical qui le réunirait au vaisseau. Donc tout ça était connu. Les Américains, la NASA n'avait pas de grands secrets pour ses programmes spatiaux. Hein. On en parlait dans les journaux, il y avait des graphiques, des dessins, ils montraient ce qu'ils allaient faire. Et là, les Soviétiques, quand ils ont dit « Ah, on se laissera pas dominer par les Américains, on a été les premiers à envoyer un satellite en orbite, les premiers à envoyer un homme dans l'espace, on va être les premiers à faire sortir un astronaute. » Ce n'est que des années après qu'on a appris que les Soviétiques avaient boudiné une espèce de corridor, un tube, un sas de sortie qui était raccroché à la capsule Soyouz, mais tout ça avait été fait à la va-vite, et les Soviétiques avaient commis une erreur qui a failli coûter la vie à Leonov. Quand il est sorti du vaisseau, donc Leonov est devenu le premier humain dans l'espace, et lorsqu'il est revenu sur Terre, bien sûr, les Soviétiques ont annoncé à la face du monde, nous avons fait sortir un astronaute dans l'espace, encore une fois, nous sommes les premiers. Ce qu'on a appris après, c'est que ça s'était pas passé aussi aisément qu'ils l'ont raconté. Dans un premier temps, donc, cette espèce de corridor de sortie, ce sas de sortie a mal fonctionné. Et en fait, l'écoutille qui permettait la fermeture étanche fonctionnait 3 fois sur 10. Donc là, les Soviétiques se sont dit, on peut pas, notre gars, mais qui sorte de ça, de ce sas de sortie, il va falloir qu'il rentre les pieds devant pour s'assurer qu'il va pouvoir refermer l'écoutille derrière lui parce qu'elle risque de ne pas se verrouiller. Puis si elle se verrouille pas, c'est fini. Le vaisseau peut pas revenir. Fait qu'ils ont boudiné cette patente-là. Vraiment, c'était broche à foin. Là, les astronautes se retrouvent dans l'espace. Leonov, ça. Puis là, bon, Leonov, il a sa combinaison, bien sûr. Il sort dans l'espace. Ah là, les Soviétiques sont contents de montrer des images au monde entier. On a Leonov qui marche dans l'espace. Mais la transmission ne le montre que pendant quelques minutes alors qu'il flotte dans l'espace. On ne le voit pas très bien réentrer dans le sas. Ce qui se produit en réalité, c'est au moment de rentrer dans le sas, à cause de sa sortie dans l'espace, la combinaison, bien sûr, est pas pressurisée, là. Donc, elle s'est mise à gonfler un peu. Et déjà, la combinaison handicapait les mouvements de Leonov. Et lorsqu'il sort dans l'espace, sa combinaison s'est gonflée comme un bonhomme Michelin, tu vois. Donc, plus capable de plier les bras, plus capable de plier les jambes. Là, il est comme pogné dehors du vaisseau. Il est plus capable de rentrer à l'intérieur. Donc, le vaisseau met de longues minutes avant que... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on largue le sas? Est-ce qu'on largue Leonov avec? Puis on revient, puis on fera des cérémonies funéraires nationales à Leonov parce qu'il est mort de l'espace, un martyr de l'espace. Finalement, Leonov, après de longues minutes d'essai, il a réussi à pénétrer à l'intérieur du sas, refermer l'écoutille derrière lui, et alors que on était vraiment à la limite de ce qu'il pouvait endurer dans sa combinaison, il a réussi à regagner l'intérieur du vaisseau Soyouz. On a largué le sas. Incroyable. Mais tout ça avait pris plus de temps que prévu. Donc là, les Soviétiques, le vaisseau Soyouz n'était plus à l'endroit où il devait se trouver au moment de la réentrée dans l'espace, de son retour vers la Terre. Donc les astronautes ont engagé le système de retour, mais malheureusement, ils sont allés tomber dans une zone boisée en plein milieu de l'Oural. Il faisait moins 30 degrés. Les astronautes n'avaient pas des combinaisons qui leur permettaient de survivre dans des températures si basses. Donc ils se sont retrouvés dans un bois, la nuit, dans la neige, à moins 30. N'eût été d'un paysan local qui, de manière, comment je pourrais dire, presque clandestine, écoutait les communications radio sur des ondes, parce que bon, il est interdit d'écouter les communications du gouvernement. Il le faisait un peu de manière clandestine et il a capté ce soir-là un appel de détresse. Une espèce de code, puis là, il entendait des voix, puis il y avait comme un code morse avec ça, puis il s'est dit, tabarnouche, ici c'est... Puis là, il y avait l'impression que c'était des gars qui étaient perdus, puis il y avait l'impression que c'était les astronautes du Soyouz. Fait que finalement, c'est grâce à lui, il a décidé de se confier aux autorités locales qui ont remonté, et l'information est remontée jusqu'au Kremlin, et là, le Kremlin se sont dit,
on sait où se trouvent possiblement nos astronautes et nos cosmonautes. En Union soviétique, ce sont des cosmonautes. Donc, on a envoyé une équipe de secours et ils ont retrouvé les 2 astronautes qui étaient pratiquement morts d'hypothermie. Quand on les a retrouvés, tous les 2, ils étaient inconscients et on les a hissés à bord de les hélicoptères et on les a réussi, bien sûr, à leur stabiliser leur état. Et quelques jours après, on retrouve sur la place rouge. Et là, c'est le moment de gloire. Les Soviétiques ont réussi la première sortie d'un homme dans l'espace. Mais ça s'est pas passé aussi bien que les Soviétiques avaient donné à l'entendre. Bref, ils ont fait des beaux succès. Ouais. Mais bien sûr, les Américains restent les premiers à avoir mis des hommes sur la Lune. Ils sont les premiers à avoir envoyé des sondes vers les grandes planètes joviennes, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Dès qu'on a des images, dès qu'on voit des images de ces planètes, ce sont forcément des sondes américaines qui ont pris ces images-là. Ils ont réussi, il y a quelques années, à envoyer une sonde. On en avait parlé d'ailleurs ensemble sur les ondes. Ils ont réussi à envoyer une sonde jusqu'au-dessus de Pluton. Moi, quand j'étais gamin, là, Pluton, on nous montrait des photos de ça dans les livres à l'école. C'était une photo où tu voyais que des petits points blancs, des étoiles sur un fond noir. Et là, il y avait une flèche qui montrait un petit point blanc puis qui disait Pluton. Jamais, je te le dis, Yannick, jamais je n'aurais cru que de mon vivant, je verrais des images prises littéralement à quelques centaines de kilomètres au-dessus de Pluton. C'est hallucinant que les Américains aient fait des trucs comme ça. Oui. Et ça nous rappelle, ils ont construit aussi la machine à ce jour, la machine la plus complexe jamais construite sur Terre, ça demeure la navette spatiale. Bien sûr, il y a eu des ratés, on les connaît, 2 ratés principalement, mais ça demeure encore une prouesse technologique tout à fait extraordinaire d'avoir construit cette espèce d'avion qui réussissait à se mettre en orbite au-dessus de la Terre, apporter des charges utiles à l'intérieur de son ventre pour les déployer dans l'espace. Sans la navette spatiale, il n'y aurait pas eu la grande station orbitale que l'on connaît aujourd'hui. La navette a permis l'assemblage des premiers modules et tout ça. Ça a été fantastique. Les Américains, lorsqu'il s'agit de la conquête de l'espace, lorsqu'il s'agit de mettre des efforts, ils ont prouvé avec les missions Apollo dans les années 60 qu'ils étaient capables, parce que il faut se rappeler que les missions Apollo est une promesse qu'avait fait le président Kennedy en 1961. Il avait dit, dans ce bras de fer avec les Soviétiques, il avait dit, nous sommes des Américains, nous baissons pas les bras devant les tâches difficiles et d'ici la fin de la décennie, nous mettrons des hommes sur la Lune et les ramènerons vivants, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et c'est un peu ce message qu'avait lancé Kennedy en 61 qui a ravivé en fait une espèce de grand projet collectif parce que bon, les Américains à ce moment-là, il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, même si on avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, si les pays occidentaux avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale contre le Troisième Reich, il y avait quand même ça avait été très très coûteux pour la société américaine, donc il fallait relancer l'économie et là on était entré également dans la guerre de Corée, il y avait la guerre du Vietnam qui pointait à l'horizon. Donc, les Américains avaient besoin d'un grand projet collectif et unifiant. Et le projet des missions Apollo a été ça. Et les Américains ont suivi, ils se sont lancés là-dedans de tout cœur. C'était comme le projet de la nation américaine. Nous mettrons des hommes sur la Lune. Et quand je regardais la mission Persévérance hier, je me suis dit, quand il s'agit de mettre des efforts collectifs pour des grands projets d'envergure qui vont changer la face du monde, les Américains, vraiment, ils excellent et ils nous l'ont encore prouvé hier. On avait un peu perdu de vue ce savoir-faire des Américains avec toutes ces bêtises de Donald Trump au cours des dernières années qui nous donnaient l'impression que les Américains, depuis 4 ans, étaient tous devenus une espèce de gang, de bande d'imbéciles incapables de la moindre réalisation d'envergure. Et hier, bien sûr, Persévérance nous a prouvé que dans l'ombre de Donald Trump et de tous ces scandales à la Maison-Blanche, il y avait quand même des gens qui travaillaient en coulisses à des grands projets unifiants comme le projet de Persévérance. Christian, est-ce que c'est la première fois? Parce qu'on sait que l'énergie qu'on utilise quand on envoie un rover, c'est l'énergie solaire. Est-ce que c'est la première fois qu'on envoie un mini-réacteur nucléaire pour doter ce rover-là d'une puissance un peu plus forte? Oui, mais en fait, plus fort, mais pour 2 raisons.
Il faut savoir que dans le dernier, on a perdu il y a les missions, lorsqu'on envoie des sondes sur Mars ou sur d'autres planètes, bien sûr, elles ont des durées de vie prévues. Donc, dans le cas de Mars, bien sûr, les sondes qu'on a posées sur Mars avaient une durée de vie prévue. Et au moment où ces durées de vie-là s'achèvent, si la sonde continue d'être en activité, c'est un peu du bonus. Et ça a été le cas la plupart du temps. Les sondes qu'on a envoyées, elles ont duré beaucoup plus longtemps qu'on avait prévu. Par exemple, les sondes Viking étaient prévues pour durer, leur mission de vie prévue était de quelques mois en 1976. Viking 1 a perduré jusqu'en 1982, Viking 2 jusqu'en 1980, je crois. Et ensuite, on a commencé à mettre ces fameux robots qui se déplaçaient. Et, par exemple, Spirit avait en 2004, lorsqu'il a été déposé sur Mars, un astromobile, un petit véhicule qui se déplace, il avait une durée de vie prévue d'à peu près 1 année martienne, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2 ans terrestres. Donc la sonde, le vaisseau, l'astromobile a été mis en 2004, il a duré jusqu'en 2010. Donc 6 ans, donc littéralement 3 fois plus longtemps qu'il était prévu. Et en fait, il a cessé de fonctionner parce qu'il s'est enlisé dans le sable. Donc, à un moment donné, parce qu'il faut savoir que sur Mars, il y a de solides tempêtes de sable. Donc, lui, il s'enlise dans le sable. On a un autre vaisseau qui a été déposé sur Mars en 2004, le petit, presque le jumeau de Spirit, qui s'appelait Opportunité, et qui a duré jusqu'en 2018. Pensez, 14 ans à se promener sur la surface de Mars, puis il fonctionnait très bien. Mais malheureusement, en 2018, il y a eu une épouvantable tempête de sable. Et au moment où cette tempête de sable arrive, tu comprends que le robot se met un peu en phase d'hibernation. Donc, il replie ses panneaux, puis il reste en hibernation en attendant que la poussière retombe. Le problème, c'est que dans le cas d'Opportunité, quand c'est retombé, quand la poussière est retombée, les panneaux solaires de la sonde étaient recouverts de sable et on était incapable de recharger ses batteries. Donc, la sonde, il aurait fallu envoyer un petit balai pour déblayer les circuits, les cellules voltaïques et des panneaux solaires, mais on n'avait pas ça. Donc, on n'a jamais réussi à raviver la sonde. Donc, on s'est dit, la prochaine fois, on va s'assurer que si un incident semblable se produit, on pourra réactiver les panneaux solaires, on pourra les replier ou les déployer pour permettre de retirer le sable, la poussière qui sera sur le vaisseau. Et c'est pourquoi on a mis ce petit entre guillemets, réacteur atomique à l'intérieur de Persévérance pour éviter qu'une situation comme ça affecte éventuellement ces panneaux solaires et ne permette pas de recharger les batteries de la sonde. Parfait. Maintenant, on va voir si tu es bon en maths, mon cher Christian. Je suis un ingénieur de la NASA. Je programme ma sonde, mon rover, en fait, pour qu'il fasse telle et telle tâche. Je pèse sur Enter. Ça prend combien de temps avant que la réponse arrive au rover? Ça prend grosso modo 4 minutes et demie. 4 minutes et demie? Ouais. OK. Puis quand ça revient, 4 minutes et demie? Mais ça prend 4 minutes et demie aussi. Comment ça, j'ai calculé 12 minutes, moi? J'étais perdu bien raide. Non, en fait, c'est ça. À moins que je me trompe, là, mais je pense que on est à 4 minutes et demie. Donc, grosso modo, on a 9 minutes entre l'envoi et la réception du message. D'ailleurs, c'est pourquoi le vaisseau, le petit vaisseau, Ingéniosité, cet hélicoptère martien, il sera programmé. On peut pas le piloter sur Mars. Je veux dire, on avance le robot, on regarde, puis là, on attend que les images arrivent, puis là, on est capable de pousser le vaisseau, envoyer une commande au vaisseau pour qu'il roule encore sur 100 mètres, parce qu'on peut voir les obstacles devant lui. Qu'il se déplace pas très vite. Mais dans le cas d'un hélicoptère, tu comprends qu'il faut pouvoir s'assurer que lorsqu'il longe par exemple une paroi rocheuse, s'il y a une saillie, il faut pas que l'hélicoptère aille s'écraser sur la saillie. Or, même si au moment où tu t'envoies des images, il y a déjà 4 minutes qui se sont écoulées, il y a longtemps que ton hélicoptère est dans la paroi rocheuse. C'est pourquoi, donc, à partir des images que les vaisseaux vont prendre le jour, les techniciens, durant la nuit martienne, donc alors qu'il n'y a pas d'activité sur la planète,
Les techniciens au JPL Center, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire un programme qui va être envoyé aux sondes et on va leur dire, par exemple, à Ingéniosité, tu décolles, tu voles en direction du sud sur une distance de 200 mètres et ensuite tu vas te poser parce qu'on aura eu des images pour faire des modélisations et ensuite entrer les données parce qu'on ne peut pas contrôler en direct le mouvement de l'astromobile et de Ingéniosité parce que il y a ces délais. Bon, comme pour l'astromobile, comme je l'ai expliqué, c'est toujours possible de le faire en direct en considérant bien sûr toujours ce délai de 9 minutes, mais pour l'hélicoptère martien, là, Ingéniosité, ça serait excessivement laborieux de se livrer à ce genre d'exercice en direct. Parfait. Je trouve ça franchement intéressant. Là, on va recueillir des échantillons et pour mettre la main sur ces échantillons-là, ça devrait revenir tout ça vers nous autour de 2030. Comment on va faire pour décoller de Mars, monter dans les airs, puis après ça, s'enligner vers la Terre? Ça se passera pas tout à fait comme ça, là. Non. Donc ce qu'on va faire, on croit, là, bon, les échantillons qui seront prélevés par Persévérance, ces échantillons-là seront placés dans des petits tubes et ces tubes-là seront éventuellement placés sur la surface de Mars. Il faut savoir que tout ça va demeurer parce que la sonde s'est posée dans le cratère Jezero. Et les échantillons qu'on va colliger, pourquoi on a choisi principalement ce cratère-là? Parce qu'il a, à chaque côté du cratère, il y a une entrée. D'un côté, il y a une entrée, de l'autre, une sortie. Ce qui semble indiquer que jadis, de l'eau coulait dans ce cratère-là. Donc, on avait un mouvement d'eau qui arrivait comme du nord, ce qui explique cette espèce d'embouchure, ce delta à un bout et l'autre delta à l'autre bout qui montre qu'il y avait une espèce de courant d'eau qui devait se faire. Et, comme on le sait, l'eau est un des éléments principaux de l'apparition des formes de vie. Il est raisonnable de croire que si de la vie s'est développée sur Mars, elle s'est probablement développée dans le fond de ce cratère-là ou dans les deltas qui marquaient le mouvement de l'eau. Donc, tous les échantillons qui seront pris seront très certainement pris à l'intérieur du cratère. Donc, la sonde Persévérance va prendre les échantillons, elle les met dans des petits tubes et ces tubes sont rejetés, ils sont littéralement vomis sur la surface de Mars, mais bien sûr en prenant en compte la position géographique très très précise où se trouvent les tubes. D'ici 2030, on espère. Et puis, écoute, ça va demander également une précision d'horloger. On espère envoyer une sonde qui va se poser à nouveau dans le cratère. Elle pourra récupérer chacun de ces petits tubes qui seront placés dans une espèce de canon. Ce canon va propulser le tube dans l'espace, où là, il y aura un vaisseau pour les attraper, littéralement. Ces échantillons-là seront placés d'abord parce qu'on ne le fera pas 15 fois, là, les échantillons récupérés à la surface de Mars seront placés dans une espèce de sphère. Et cette sphère-là, donc, une fois récupérée, sera placée dans une espèce de canon, comme je l'explique, et on va lancer ça. On peut s'imaginer une espèce de missile. On pitch le missile. Et là, quand le missile va arriver près de la sonde qui va être en orbite autour de Mars, elle va larguer cette sphère qui, elle, sera récupérée dans ce satellite, placée dans une chambre précise à l'intérieur du satellite, qui, éventuellement, cette chambre-là va se détacher et c'est cette chambre propulsée qui va revenir vers la Terre où la sonde va se trouver. Là, les ingénieurs n'auront plus qu'à ouvrir cette sonde, retrouver cette balle, cette espèce de coquille à l'intérieur duquel auront été placés les échantillons récupérés sur Mars et laissés sur place par la sonde Persévérance. C'est assez complexe comme mécanisme, mais on est confiant que d'ici 2030, on va arriver à faire ce travail-là. Faut être bon en maths, hein? Oh oui, parce que, écoute, il faut que tout soit calculé. Là, quand on lance Persévérance, quand on a lancé Persévérance au mois de juillet, Mars n'était pas où elle est aujourd'hui. Ah non. Donc, tu comprends, il faut calculer que nous, on se déplace, la sonde, Mars aussi se déplace, donc il faut s'assurer que tout ça va fonctionner, qu'on doit calculer non pas où elle est au moment où on fait du lancement, mais où elle sera au moment de l'atterrissage. Donc, puis il faut pas se tromper de beaucoup. Dans le cas de Persévérance, la sonde s'est posée dans un espace, crois-le ou non, là, ça te montre la précision, elle s'est posée dans un espace de 720 mètres. T'sais, on avait calculé un périmètre, là, on s'est dit, bon,
Il faut qu'elle se pose à cet endroit-là pour qu'on soit sûr d'un bon terrain d'atterrissage, pas trop accidenté. Et on avait délimité donc une circonférence là, de 720 mètres. Et c'est exactement, comme on dit, pile target. Hein, la sonde est tombée exactement là. J'ai écouté l'ingénieure québécoise qui travaille à la NASA, qui travaille d'ailleurs sur ce fameux rover, la québécoise Farah Alibé. Et Patrice Roy de Radio-Canada lui a demandé, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi exactement votre travail? Et elle a résumé ça en disant, dans le fond, ma job, c'est d'être sûr qu'on ne perde pas le robot à la surface de Mars. Exactement. Mais c'est que ces gens-là, je me rappelle, il y avait aussi un Québécois qui avait été en charge des manœuvres de la sonde New Horizon qui était envoyée vers Pluton. C'est incroyable de voir comment ces gens-là font un travail fantastique et ils sont quand même très humbles. Hein? Je me rappelle avoir ce pilote de la sonde New Horizon avait été interrogé sur les ondes du 98.5 à Montréal. Puis il disait, moi, je suis un peu comme, j'ai rien qu'à jouer avec mon joystick puis à guider la sonde. Ouais, mais la sonde est aux côtés de Pluton. Là, c'est quand même incroyable. Quel beau travail. Il faut le souligner, c'est vraiment du beau travail. Moi, qui est fasciné par la conquête de l'espace, je suis toujours émerveillé de voir des trucs comme ça. J'avoue, hier, je regardais les dernières minutes de l'arrivée de Persévérance, j'étais littéralement au bout de ma chaise, et là, j'attendais et j'entendais ce que tu as mis dans la capsule, là, quand ils ont dit « OK, on a une confirmation que le parachute s'est déployé », et là, tu vis ce moment d'angoisse, comme si je faisais partie de l'équipe du JPL Center, tu sais, c'est comme... C'est du beau moment. Ça nous montre que quand on met les énergies et on réussit à planir les difficultés entre les individus, entre les nations, on est capable de faire des choses fantastiques. Christian, pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous dans le début de l'émission, j'avais fait jouer cette fameuse vidéo où on voit les dernières minutes de Persévérance avant qu'elle arrive sur Mars. Je vais te le faire rejouer. OK? OK. Puis on va passer à la pause. We are starting the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Looks like we're getting the first image. This is the most amazing thing. This is what NASA does. This is what we can do as a country. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Énormément d'auditeurs veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent suivre l'information concernant Persévérance qui est actuellement sur Mars. Je vous ai mis un lien sur notre page Facebook. Simplement tapez Radio X-Files et c'est le deuxième lien. Là, vous allez le voir. J'ai écrit poursuivre Persévérance sur Mars. Juste à cliquer dessus et vous allez voir de belles images de Mars. C'est de toute beauté. Justement, je me rappelle, Yannick, que je viens de faire un petit aparté là-dessus. La première fois, en 1976, quand Viking a envoyé les premières images de la surface de Mars, on n'avait pas d'idée à quoi ça ressemblait être sur Mars. Tu comprends, les Soviétiques avaient essayé au début des années 70 avec 3 échecs consécutifs. Et là, les Américains posent Viking 1 et 2 en 1976. On avait vu des images prises depuis l'orbite de Mars, mais la surface, on n'en avait pas vraiment une idée. On savait bien que c'était un grand désert, plus complexe, mais en même temps semblable à la surface de la Lune, avec des cratères et tout ça. Et là, tout d'un coup, quand on voit les premières images, moi, je m'en rappelle, écoute, j'avais 13 ans quand c'est arrivé, et je regardais ces images-là et je me disais, tabarnouche, on dirait que ça a été pris comme, tu sais, dans le désert de Mojave, en Californie, ou quelque chose comme ça. T'as comme l'impression que c'est à côté. Puis là, tu te dis, écoute, ces images-là viennent de la planète Mars. T'sais. Quand tu réalises
la complexité de la chose, c'est étourdissant. Tu sais, on est là, tous les deux, là, en ce moment, on parle à la radio, tout ça, mais au moment où on se parle, il y a un robot qui roule sur Mars, puis qui prend des images, puis des échantillons, il écoute, il renifle, il fait toutes sortes de choses, mais là il fait ça tout seul. Pauvre petit. Ben oui, c'est ça, c'est hallucinant. on ouvre notre ordinateur, puis là, on est là, on dit, maudit, il y a un bug dans Internet aujourd'hui. Oh, maudit, mon Facebook marche pas. On est un peu dépassé par ça. C'est vraiment c'est comme un autre univers, hein, ces gens-là, dans lequel ils sont plongés au quotidien. On ne peut que leur lever notre chapeau à de telles performances. All right, ce soir, on parle des Martiens, mon ami. Oui, donc j'ai décidé, dans le cas pour rendre un peu hommage à cette belle aventure de persévérance, je me suis dit, on va prendre ça un peu léger. Mais c'est vrai qu'on parle ici des Martiens. Puis les Martiens, ça vient d'où ça, le fait qu'on tripe comme ça sur les Martiens? Il y a deux types d'extraterrestres qui ont fait fantasmer depuis toujours. Il y avait les Luniens, hein, qu'on appelle les Sélénites. Et on se disait donc, quand on a commencé à s'interroger et à comprendre que certaines étoiles qui bougeaient étaient des planètes, comme la Terre. D'ailleurs, les planètes, c'est un mot dont l'origine veut dire « étoile qui bouge ». Hein, les anciens voyaient bien que les planètes étaient des étoiles qui bougeaient, mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Et à partir du moment où on a compris que, avec l'avènement du télescope, tout ça, Galilée, on a compris que ces points lumineux qui se déplaçaient dans le ciel, c'était des planètes, donc nos voisines. Et là, on s'est mis à fantasmer sur la pluralité des mondes. Et il y a deux civilisations imaginaires qu'on a créées et qui nous ont fait fantasmer. Pour les Séléniens, il y a quelques décennies encore, on en parlait. Hein, l'idée, déjà au début du 20e siècle, hein, dans les faits muets, lorsqu'on parle de envoyer un vaisseau sur la Lune, de la Terre à la Lune, qui est l'adaptation du roman d'anticipation de Jules Verne, il y a des Séléniens, là, il y a des habitants sur la Lune. Il y avait les Séléniens puis les Martiens. Mais ça vient d'où ce fantasme-là de cette pluralité des mondes et principalement ces civilisations sur Mars? Et il faut savoir qu'il y a eu des joyeux lurons qui ont exploité ça. Et ce soir, à travers une espèce de petite capsule, je vais vous faire découvrir un peu d'où vient cette idée qu'il y a des Martiens. Mais je vais vous faire découvrir un personnage qui est peu connu en dehors des cercles qui s'intéressent à l'histoire des Martiens, un type particulièrement tordu qui s'appelait Hugh Robinson. Donc, sans plus tarder, voici notre capsule, les Martiens. Vers 1875, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli, directeur de l'Observatoire de Milan, note à la surface de Mars des zones qui deviennent plus sombres pour revenir plus claires quelques mois plus tard. Mars aurait-elle un climat semblable à la Terre et propice au changement de saison? Se demande alors Schiaparelli. L'astronome remarque aussi toute une série de lignes qui donnent à penser que la surface de Mars pourrait être traversée par d'étroits canaux. L'Italien ne se prononce pas sur leur nature, mais en coulisses, plusieurs de ses collaborateurs imaginent déjà une civilisation martienne travaillant à l'irrigation de leur monde moribond. 15 ans plus tard, l'Américain Percival Lowell reprend les observations de Schiaparelli. Depuis son observatoire de Flagstaff, en Arizona, l'astronome est lui aussi à même d'observer ces curieuses lignes à la surface de la planète rouge. Si Schiaparelli préférait la prudence à l'extraordinaire, Lowell, lui, franchit sans réserve le pas. Selon lui, ces lignes sont bel et bien des canaux construits par les Martiens pour amener de l'eau des pôles vers le centre plus aride de la planète. Pour Lowell, Mars est un monde qui se meurt. L'œil collé sur son télescope, Lowell se surprend à se questionner sur l'avenir des Martiens. Aurons-nous la chance d'établir un contact
avec nos voisins de l'espace avant leur extinction, se demande l'astronome. Avec la découverte des ondes radio dans les années 1910 et 1920, beaucoup commencent à penser à l'impensable. Ces ondes pourraient-elles nous permettre de communiquer avec nos voisins de l'espace? Au début, tout le monde est conscient que la puissance des émetteurs en service est trop faible pour envisager un tel projet. Mais les rapides développements technologiques rendent ce scénario de plus en plus possible. C'est dans ce contexte que débarque Hugh Mansfield Robinson. À première vue, il n'est pas un illuminé. Il est avocat, docteur et ancien greffier à Shoreditch, en Angleterre. Il a ce qu'on appelle une crédibilité d'autorité. Entre 1926 et 1940, année de son décès, il va se lancer dans un ambitieux projet: communiquer avec les Martiens. En février 1926, Hugh Robinson écrit un ami psychologue pour lui expliquer qu'il vient d'inventer une machine qu'il nomme le psychomotomètre. Cette machine lui a permis, dit-il, de communiquer avec les Martiens. Il ajoute avoir à son actif plusieurs communications avec 2 Martiens, Omaruru et Paul Linus. À travers ces communications, il a pu colliger un certain nombre de données à leur sujet. Les Martiens mesuraient entre 6 et 7 pieds de haut, auraient de grandes oreilles, vivraient dans des maisons, conduiraient des voitures, seraient de grands buveurs de thé, comme tout bon citoyen britannique, et fumeraient la pipe. Pour la nourriture, ils auraient réussi à électrifier les arbres et les fruits. Produits via ce processus, ces denrées donneraient tout ce dont le corps a besoin pour vivre. Leur capitale se nommerait Okalonga. La principale correspondante de Robinson est apparemment une entité féminine prénommée Omaruru qui, lorsqu'elle souhaite communiquer avec lui envoie une sorte de choc électrique à la tempe gauche. Robinson n'a plus alors qu'à se brancher sur son psychomotomètre, un appareil à mi-chemin entre la table spirit et le télégraphe. Par le biais de communications télépathiques, Omaruru transmet des pensées que l'agent récepteur, à l'image d'un médium, reproduit grâce au dispositif de type télégraphe dont est muni le psychomotomètre. Au dire de Robinson, cet Omaruru, outre ses 7 pieds de haut et ses grandes oreilles, porterait toujours une grande robe verte, aurait les yeux sombres et pénétrants, un étrange nez et une petite bouche. Lorsque l'ami psychologue de Robinson découvre les extraordinaires expériences auxquelles se livre son ami depuis quelques mois, il contacte Harry Price, le plus célèbre chasseur de fantômes d'Angleterre. Des réunions sont organisées et bientôt tous peuvent communiquer avec Omaruru. Le psychomotomètre est placé devant eux et c'est Robinson qui agit comme le médium intermédiaire entre les ondes télépathiques de ses amis terriens et ceux de l'énigmatique Omaruru. C'est un peu le principe du téléphone arabe, mais ça fonctionne et tous peuvent échanger avec Omaruru. Dès les premiers messages, Omaruru se dit très heureuse de traiter avec des scientifiques sérieux. À distance, la gentille extraterrestre guide la main du médium opérateur et lui dicte l'alphabet martien. La Terre a maintenant l'assurance de l'existence d'une civilisation sur Mars. Mais comme ce ne sont que des échanges télépathiques, il est difficile pour Robinson de prouver sa découverte pour le moins historique. C'est à ce moment-là qu'il décide de faire appel à la technologie des ondes radio pour démontrer scientifiquement ce qu'il raconte. En octobre 1927, Robinson prend des arrangements avec le sérieux Central Telegraph Office de Londres pour envoyer son premier message par ondes radio. Mais l'affaire doit se faire dans les règles. Il faut d'abord déterminer le prix d'un tel appel interurbain. Faut-il préciser qu'il n'y a aucun tarif déterminé pour un appel vers Mars?
Après discussion, le tarif est fixé à 35 cents par mot. Dans l'entente, il y a une petite clause mentionnant que le Central Telegraph ne peut toutefois garantir la réception du message. De son côté, Omaruru a pour mission d'alerter le directeur de la plus grande station sans fil de Mars pour qu'il soit prêt à recevoir la missive de la Terre. Pour le Central Telegraph Office de Londres, l'affaire pose aussi un problème éthique. M. Robinson est-il fou? Et si c'est le cas, la compagnie pourrait-elle être accusée de profiter financièrement d'un pauvre homme qui n'a plus toute sa raison? Finalement, il est décidé d'aller de l'avant. Dans une note à l'interne, le directeur du Central écrit « Le Dr Robinson est très sérieux dans cette affaire et on peut s'attendre à d'autres messages de sa part. Je ne pense pas que nous puissions avoir un cas de conscience en ce qui concerne le fait de prendre l'argent, car il est parfaitement sain d'esprit et semble avoir consacré sa vie à l'étude d'une intercommunication possible avec la planète Mars. » À ce moment-là, l'événement a fait le tour de tous les journaux de la planète. Un Britannique va adresser un message aux Martiens. À 23h55, le 27 octobre 1927, les 3 premiers mots de l'humanité dirigés vers Mars quittent la Terre. Ces mots sont Opesti, Nipitia et Segomba. Le tout est envoyé en code Morse. Personne n'a aucune idée de la signification de ces mots transmis par l'opérateur sous les instructions de Robinson. Dans cette même nuit, autant en France qu'en Angleterre, plusieurs opérateurs radio écoutent ce qui pourrait être une éventuelle réponse. Malheureusement pour Robinson, après plusieurs jours et mois d'attente, rien n'arrive de Mars. Les experts diront alors que, de toute façon, les Martiens ne connaissent pas le langage Morse. En 1929, Hugh Robinson remet son projet sur les rails, et ce, au moment où Mars est au plus près de la Terre. Le Central Telegraph Office accepte de participer de nouveau, mais cette fois, il ne se gêne pas pour avouer que cette affaire, pour le moins inusitée, lui apporte beaucoup de publicité. La compagnie en profite même pour promouvoir ses services et sa grille tarifaire. Les journaux du monde entier parlent de cette affaire singulière. Le 24 octobre 1929, les mots « Mar », la Terre, sont envoyés vers Mars. L'initiative ne fait pas sourire tout le monde. Un professeur de l'université de Yale prévient l'humanité des dangers de cette action. Les habitants de Mars sont peut-être plus hideux que nous ne pouvons l'imaginer, sans tête et peut-être sans cerveau. Encore une fois, pas de réponse de notre voisine. Hugh Robinson est en colère contre l'opérateur radio qui, selon lui, n'a pas transmis le message au moment où il devait le faire et n'aurait pas utilisé la bonne fréquence. De son côté, Omaruru, qui continue d'échanger par télépathie avec Robinson, n'est pas non plus de bonne humeur. Elle se plaint de faire perdre du temps à son propre opérateur radio martien, et celui-ci n'aime pas cela. Robinson ne lâche pas le morceau. Il se rend au Brésil pour envoyer un 3e message à partir d'une antenne plus puissante. Cette fois, il envoie une phrase intelligible pour nous. « Dieu est amour, de la Terre à Mars. » Malheureusement, la communication reste à sens unique. En janvier 1930, Omaruru et Hugh Robinson décident d'abandonner le projet des messages par les ondes et se concentrent sur la télépathie. Omaruru conseille à l'avocat d'ouvrir une école de télépathie pour pouvoir communiquer avec plusieurs terriens et partager les connaissances des deux civilisations. Au passage, Omaruru exprime sa consternation devant le manque de paix dans le monde. Robinson s'exécute et ouvre donc son école avec 6 professeurs, un chien télépathe nommé Nell,
mais un seul élève s'inscrit. Pour contourner le problème du manque d'élèves, Robinson mise sur les femmes au profil ingrat. Dans un élan de générosité, il ouvre, annexé à son école de télépathie, un institut de beauté. À des amis, il confie, sous la direction experte d'un télépathe diplômé, les femmes laides peuvent devenir belles, puis télépathes. Et Hugh Robinson en rajoute une couche. En 1933, il refait surface dans les médias. Il annonce qu'il a changé de correspondante martienne. La nouvelle élue n'est nulle autre que Cléopâtre, qui vivrait sur Mars depuis la fin de son règne terrestre. Sur la planète rouge, l'ancienne reine d'Égypte semble avoir fait un retour à la Terre, puisqu'elle serait l'épouse d'un fermier, affirme Robinson. En parallèle, la patience de son épouse semble à ses limites. Dans une crise de colère, la femme lance à l'endroit des journalistes venus l'interroger sur les activités de son époux « Il n'y aura plus de sottises dans cette maison », avant de refermer la porte au nez des représentants de la presse. Hugh Robinson décède quelques années plus tard, à l'âge de 75 ans, sans jamais avoir eu de nouveaux contacts radio avec les Martiens. Mais ces mêmes Martiens ne restent pas loin. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Le 30 octobre 1938, le génial Orson Welles les ramène au goût du jour en adaptant à la radio la nouvelle de l'auteur britannique H.G. Wells, La guerre des mondes. Pour les besoins de cette adaptation, Orson Welles se permet quelques libertés avec le récit original, faisant atterrir ces Martiens à Grover's Mill, au New Jersey, plutôt qu'à Londres. Une légende urbaine voudrait que des milliers d'auditeurs ayant pris l'émission en cours auraient cédé à la panique. Si cette panique ne s'est jamais produite, les Martiens sont quand même revenus hanter nos fantasmes. La Deuxième Guerre mondiale renvoie les Martiens au Boulamite. Pour une grande partie du monde, le cauchemar n'est plus l'invasion des Martiens, mais de voir le monde civilisé tomber sous la férule d'un dictateur allemand, Adolf Hitler. Pour les Martiens, ce n'est toutefois que partie remise. À partir de 1947, le monde assiste à l'arrivée d'un nouveau phénomène, les soucoupes volantes. Dans la foulée de ces apparitions de mystérieux objets célestes, des hommes et des femmes se déclarent bientôt en contact avec des visiteurs d'outre-espace. Le plus célèbre d'entre eux, George Adamski, ne se contente pas de dire qu'il fréquente des Martiens, mais compte aussi dans son cercle d'amis des Vénusiens et des Saturniens. Le système solaire serait apparemment une pépinière de civilisation. Dans sa nouvelle « La guerre des mondes », H.G. Wells décrit en préambule les Martiens comme des êtres belliqueux, assoiffés d'un désir de domination et prêts à déclencher les hostilités d'une guerre des mondes. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est nous, humbles terriens, qui regardons la planète rouge avec envie. Pas celle de la violence et de la domination, mais animés d'une soif de connaissance, prête à conquérir de nouveaux horizons, ceux du savoir. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball
un fireball. Et toi tu serais la reine des cieux. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h08, on revient un peu sur les histoires de Martiens. Je veux te dire que tu m'as cassé un peu quand tu as parlé du fameux chien télépathe. On l'entendait en arrière. Il devait avoir une communication. Ouais, c'était un bout assez particulier. Hein? Ouais, moi, j'aimais bien à la fin la musique de la fusée XL5 là, qui est... Ouais. Bon, écoute, c'est un petit peu avec humour, mais ça nous montre bien à quel point les escrocs, ça raccroche à n'importe quoi pour exploiter les gens. Hein? C'est bon, le type qui s'ouvre un institut d'échange télépathique avec les Martiens, mais un institut de beauté à côté. Bon, écoute, c'est tellement énorme, tu te dis, c'est pas possible que des gens aient embarqué là-dedans. Et je te dirais que sans donner des noms, ben oui, il y a des gens encore aujourd'hui qui exploitent les extraterrestres en racontant des histoires, mais invraisemblables, et ils ont autour d'eux une poignée d'individus qui les croient aveuglément. Là. Ils sont persuadés que ces contacts-là existent. Mm-hmm. D'ailleurs, quand j'écrivais le texte pour cette capsule avec notre principal personnage, Hugh Robinson, ça m'a fait penser que vous avez eu dans la région de Québec un bonhomme assez semblable à ça, hein? Une espèce d'illuminé qui s'appelait Arthur Matthews, oui, qui faisait des trucs électriques apparemment très fantastiques, mais en même temps, il tenait un discours mais complètement déjanté. Moi, j'ai eu la chance de m'entretenir avec des membres de la famille, dont l'une de ses filles, dernière des filles vivantes de Matthews. Elle m'a raconté des trucs que je pourrais pas raconter en ondes, mais c'était quand même complètement déjanté. Et là, son père avait lui aussi, tu sais, quand notre bonhomme Hugh Robinson invente une machine, son télépathomètre pour parler avec les Martiens. Et là, ça fonctionnait, cette machine-là. Il y avait un médium qui lui recevait, et dans le cas présent, évidemment, c'était Robinson, hein, c'est lui qui était le canal. Donc, il recevait les messages des Martiens. Puis là, ben, au lieu de transposer ça sur une espèce de planchette Ouija pour dire c'était quoi le message, il transmettait ça à travers un système qui ressemblait à un télégraphe. Fait que là, c'était comme des impulsions, puis là, il dictait l'alphabet martien. Mais écoute, tu dis, il n'y a pas personne qui va croire une bêtise pareille. Mais oui, et à Québec, à Beauport, en fait, à l'époque, Arthur Matthews aussi prétendait autour de lui qu'il avait inventé une machine pour parler aux Vénusiens. Lui, c'était pas les Martiens, c'était les Vénusiens, son obsession. Il disait qu'il y avait une soucoupe volante qui s'était posée dans son jardin. Oui. Évidemment que sa femme, ses enfants n'ont rien vu de ça. Il n'aurait pas été en contact aussi avec Nikola Tesla? Oui, c'est ça. Donc, il prétendait que Nikola Tesla il avait rencontré Nikola Tesla, puis que Tesla était venu chez eux, puis avait regardé ses trucs. Ça, c'est ce que Arthur Matthews racontait, puis il avait inventé cet appareil, le Teslascope. Et là, les Vénusiens lui avaient confirmé via le Teslascope que Nikola Tesla était lui-même un Vénusien, hein, donc qui avait vécu dans une famille adoptive. Tesla était yougoslave ou serbe ou quelque chose comme ça, donc il avait vécu dans une famille adoptive, mais sa patrie d'origine, c'était la planète Vénus. Évidemment, tout ça, c'est de la foutaise, de la première... c'était de la foutaise. Je ne veux pas en dire plus, mais c'était de la foutaise. Mais bon, il y a des gens qui croyaient à ça, là. Tu sais, encore aujourd'hui, dans le milieu des ovnis au Québec, il y a des gens qui croient ou qui ont cru au discours de Arthur Matthews. Ce qui n'enlève pas le fait qu'il a apparemment fait des trucs extraordinaires avec l'électricité, qui rappelait certaines inventions ou tentatives d'invention réalisées par Nikola Tesla. Mais son discours martien, un vaisseau, le X-12 ou un truc comme ça, s'était posé dans sa cour au lac Beauport. Pour les gens qui habitent la région, là, pour vous situer l'endroit où se trouvait la maison d'Arthur Matthews, quand on arrive au lac Beauport, il y a une piste de ski qui est là. Et au pied de la pente de ski, c'est là que se trouvait autrefois le domaine Matthews. C'est là donc la soucoupe se serait posée, il y aurait eu des contacts avec des Martiens. Bon, c'est une histoire tout à fait fantastique.
Mais des gens ont cru à ça, et combien de fois j'ai entendu, moi, dans des cercles ufologiques au Québec, des gens tenir des discours dithyrambiques sur Arthur Matthews, qui, dans les faits, a inventé ces histoires de contact avec les Vénusiens, qui n'a jamais rencontré Nikola Tesla de toute sa vie. La seule chose qu'on sait, confirmé, parce que j'ai vu même la lettre, sa fille m'avait montré la lettre en question, il a écrit à Tesla pour le féliciter pour ses inventions. Donc, c'est la seule chose qu'on a. Là. On a une copie de la lettre que Arthur Matthews a envoyée à Nikola Tesla, mais on voit dedans, quand il se présente, tu vois bien qu'il n'entretenait pas une relation là, avec Nikola Tesla. Il commence la lettre en disant « Bonjour, Monsieur Tesla, je m'appelle Arthur Matthews, je vis au lac Beauport, je trouve fantastique vos histoires, vos inventions, tout ça. » Donc, on voit bien qu'il n'y avait pas de relation ni professionnelle, ni amicale entre Nikola Tesla et Arthur Matthews. Mais toute sa vie, il a entretenu cette idée-là autour de lui, qu'il connaissait Nikola Tesla, qu'il avait discuté avec lui, qu'ils avaient travaillé sur des projets communs, tu sais, d'une invention, mais bon, il exploitait cet élément-là. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'il n'a pas rapporté d'argent avec ça. Hein. Il a écrit à un moment donné, là, ça frise presque le délire. Hein. Il a même écrit une espèce de biographie de Nikola Tesla, qu'il a signé pendant un moment comme étant de la main de Nikola Tesla. Hein? Ce qui était une invention pure et simple. Tout ce qui était raconté là-dedans n'avait rien à voir avec la véritable biographie de Nikola Tesla. Donc, puis là, il a écrit une autre partie de ce livre-là, en fait, qui est une espèce de manuscrit qui circule encore dans les milieux ufologiques. Hein? Et là, il y a une autre partie, c'est consacré à ses propres expériences avec les Vénusiens. Écoute, ça frise le délire, là, tiens. Puis, on ne peut pas dire que l'écriture de ce document-là a rapporté des sous à Arthur Matthews. Donc, pourquoi racontait-il ces histoires-là? Et ça, c'est assez complexe parce que souvent, dans les milieux sur les ovnis ou les phénomènes de fantômes et autres, souvent, les gens veulent tellement y croire qu'on se lance dans une espèce de décantage, je te dirais, assez simpliste des motivations des gens. Si on se dit « ce gars-là raconte qu'il est enlevé par des extraterrestres, mais pourquoi dirait-il ça? Il n'y a rien à gagner, il n'a pas fait d'argent. » La psyché humaine est beaucoup plus étendue que ça. Les motivations derrière le discours d'individus est excessivement complexe. Peut-être que les gens ne cherchent pas nécessairement à faire de l'argent ou à être célèbres. Peut-être que simplement autour d'eux, ils sont vus différemment. Hein, ils se créent une espèce de personnage, un monde proche du monde onirique dans lequel ils vivent, un monde de fantaisie dans lequel ils se sentent une autre personne. Ils sont plus grands que nature. Hein? Arthur Matthews n'est plus Arthur Matthews. Il est Arthur Matthews, le gars qui a des contacts avec Nikola Tesla, avec les Martiens. Ça n'a pas d'importance que ça y apporte de l'argent. Puis ça n'a même pas d'importance que les gens le qualifient de menteur. Tu connais l'expression qu'on en parle en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on en parle. Ouais. Et Matthews, comme plein d'autres probablement, s'alimentait de cet intérêt que les gens manifestaient vis-à-vis de lui, ou bien comme menteur, ou bien comme un gars qui avait réellement rencontré des Martiens. Puis encore une fois, là, j'insiste, je vais pas dire, parce que sa fille m'a quand même confirmé qu'elle avait assisté, mais c'est une gamine, là. Hein, on est dans les années 40, là. Elle se rappelle, par exemple, avant d'habiter au lac Beauport, c'est probablement la chose qui l'avait le plus impressionnée. Elle dit, mon père avait construit, on vivait à ce moment-là à Québec, je me rappelle pas dans quel quartier de Québec, je crois que c'était Limoilou. Elle dit, et on voulait, nous, les fillettes, on voulait avoir une patinoire. Mais il n'y avait pas de lumière extérieure. Alors mon père a placé des espèces de gros projecteurs, et ces projecteurs-là étaient simplement montés sur des poteaux, et il n'y avait pas de fil. Mais soudainement, là, quand arrivait la noirceur, les projecteurs s'allumaient. Ils n'étaient pas liés par un système de batterie, ils n'étaient pas liés à un système de fil. Et quand, évidemment, c'est la mémoire d'une enfant là, qui a 7 ou 8 ans, là, et quand elle dit, quand les voisins demandaient à mon père comment ça fonctionne, il disait, il faut être capable de contrôler l'énergie. C'est toujours une espèce de discours un peu ésotérique ou mystique. Mais à la fois, le personnage était complètement déjanté, mais le personnage était quand même fascinant. Et je pense, et quand j'écrivais le texte de la capsule pour cette histoire de Martien, ce Hugh Robinson m'a fait penser par certains aspects à ce Nikola Tesla avec sa machine à contacter les Martiens, raconter toutes sortes d'histoires qui étaient complètement farfelues, et pourtant les gens autour de lui, en tout cas certains gens y croyaient. C'était quand même fascinant. Mais
bien sûr, on voit bien au fil du temps que le personnage est un escroc. Là, pourquoi le fait-il? Ça semble pas lui rapporter des sous. L'intérêt qu'on manifeste autour de lui. Écoute, moi j'ai vu, là, il y a si les gens font des recherches sur le web, vous allez, là maintenant vous connaissez le nom du bonhomme, le Hugh Robinson, ben vous allez trouver, il y a des articles, hein, des articles du Québec, là, des articles qui ont été publiés au Lac-Saint-Jean, des articles, j'ai trouvé des articles publiés dans des journaux à Rimouski, évidemment les grands quotidiens montréalais, là, La Presse et Le Devoir, ou un truc de Gazette, ont parlé de cette histoire-là, de ce Hugh Robinson qui voulait parler avec les Martiens. Donc, même ici au Québec, on parlait de ça et pourtant, ça se passait outre-Atlantique. Ça suscitait de l'intérêt, cette idée-là de « on va communiquer avec des Martiens ». C'était quand même une autre époque, quand même. C'est quand même fantastique. La télépathie. Alors, quand il a ouvert son école de télépathie, ça fonctionnait pas. Il y avait même un chien télépathe. Puis là, il s'est dit, tiens, on va inviter des femmes qui n'ont pas été nécessairement gâtées par la nature, puis ils vont apprendre à être... jolies et devenir télépathes en même temps. On va jouer sur tous les tableaux. Écoute, l'histoire du chien télépathe. Tu dis, c'est l'impression que tu dis, plus on va en mettre, tu dis, à un moment donné, il va y avoir une limite. Hein? Ouais. Tu dis, les gens vont décrocher, ils vont dire, là, écoute, ça tient pas la route, ça, c'est fou raide. On ne citera pas de nom, mais bon, un contacté qui dit, j'allais faire de la moto, puis de la Sola en France, puis là, je me fais contacter par des extraterrestres. Là, tu dis, bon, c'est gros, là. Mais ensuite, je suis allé sur leur planète. Hein? J'ai dîné avec Jésus, Bouddha et Mahomet. Puis en fait, ils sont tous liés, eux autres, c'est tous des demi-frères. Moi, je suis le demi-frère de Jésus, tu sais. Là, tu dis, là, c'est gros, là. Mais où se trouve cette planète? Ah, de l'autre côté de la galaxie. OK, tu sais, tu dis, on va s'arrêter où, là? Puis là, c'est d'en rajouter, là. On est capable de cloner des humains, là, ouais. Là. Puis il y avait aussi ce discours on est capable de cloner des clitoris. Oui! Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui! Ça, on retient ça, nous autres. Et là, tu sais, avec une espèce de vision humaniste, tu sais, ouais, il y a des petites filles dans des pays qui ont vécu l'excision. Fait que nous, on est capable de reproduire grâce à l'ADN un clitoris de rechange. Tu sais, c'est n'importe quoi. Et si on va décrocher, mais non. Mais c'est ça qui est hallucinant. Les gens sont autour et même, écoute, je connais des gens qui, même devant l'évidence du mensonge, hein, ils le savent. Je dis, ouais, mais l'affaire du bébé cloné, c'était pas vrai. Je sais. Ils me répondent ça avec l'aplomb, là. Je le sais. Puis le clitoris là, qu'on reproduit, ne marche pas non plus, ça. Je le sais. Mais ils restent autour du personnage parce qu'ils sont attirés par un aura qui, pour moi, est incompréhensible. Mais c'est quand même stupéfiant. Écoute, Christian, je t'inviterai à revenir à notre sujet initial, les Martiens, le visage de Mars. Oui, c'est ça. Donc, on a vu qu'à travers le temps, les Martiens ont pris différents visages. On a cru à cette espèce de civilisation qui a été moribonde à l'époque des canaux de Mars, tout ça. Et puis, le phénomène est devenu, je dirais pas un mythe urbain, mais a quand même alimenté un intérêt assez pointu dans le domaine des ovnis. Et tout ça à cause d'un petit élément qui est, comment je pourrais dire, qui devrait être un cas école, mais qui ne fait pas école. Et pour moi, c'est tout à fait déstabilisant. Hein? Je te raconte un peu cette histoire-là et tu vas voir à quel point c'est troublant. Donc, on est en 1976. Les Américains viennent de mettre sur Mars le fameux sonde Viking. Et au moment où les sondes sont sur Mars, le vaisseau qui a transporté la sonde Viking 1 et l'autre vaisseau qui a emmené Viking 2, c'était composé de 2 parties. Hein. Chaque vaisseau avait un orbiteur qui est l'atterrisseur. Donc l'atterrisseur, c'est la sonde qui se pose, bien sûr, et l'orbiteur, lui, se met en orbite autour de Mars et il tourne et il prend des photographies de la surface. Et là, on va découvrir, 2 ans en fait après l'atterrissage des sondes, il y a un article qui est publié dans un petit journal un peu tabloïd, Weekly World News pour ne pas le mentionner. Là, on nous dit il y a des photos qui ont été prises à la surface de Mars qui sont assez étranges. Et on en présente 3 ou 4. 3 d'entre elles sont clairement des cratères avec
position, un ombre projeté au sol, qui est un peu amusante, mais ça s'arrête là. Mais il y a une photo qui retient l'attention de deux individus qui font un peu équipe, un certain Vincent Di Pietro puis Grégory Molénard. Eux vont tomber sur cet article-là. Et là, il y a une des photos qui les accroche. Bon, ils identifient rapidement les autres comme étant simplement des jeux d'ombre et de lumière. Mais il y a une photo qui semble montrer un visage. Puis il est assez précis. Et pour eux, il est clair à ce moment-là que ce visage ne peut pas simplement être une curiosité de la nature. Il faut qu'il soit une œuvre artificielle. Donc, les deux bonhommes en question vont se mettre à retrouver les photographies. Et il faut savoir que toutes les photographies, que ce soit des photographies prises sur Mars ou les photos prises sur la Lune, elles ont toutes des numéros d'identification très précis et elles sont archivées au service de la NASA de manière à pouvoir les retrouver en simplement consultant la base de données très simplement. Et ce visage se trouve dans une espèce de désert au centre à peu près de la planète qui s'appelle le désert de Sédonia. Donc ces deux bonhommes-là arrivent à la conclusion que ces images, donc bien sûr, ils retrouvent les images en question, ou l'image en question publiée dans le Weekly World News, et il est clair que cette photographie a été prise par un des orbiteurs de la sonde Viking. Donc, les deux bonhommes font quand même un travail de moine parce qu'ils n'ont pas le registre photo, mais en faisant des recherches, ils réussissent à trouver le numéro de la photographie en question, consultent le service d'archives de la NASA, et là s'aperçoivent qu'il s'agit d'un rouleau de photographies prises par intervalle d'1 minute à peu près du désert de Sédonia, et c'est là qu'apparaît le visage. Les photographies ont été prises à peu près à une altitude de 1600 mètres d'altitude, 1000 km d'altitude. Donc, ils réussissent à trouver cette photo-là, mais ils découvrent également 3 ou 4 autres photos prises par la sonde Viking à d'autres moments, alors qu'elle survolait le désert de Sédonia, et le visage est toujours là. Et ils voient aussi dans un champ à côté du visage de Sédonia, ils voient également des espèces de structures qui ressemblent à des pyramides. Et là, ils en viennent à la conclusion qu'ils sont en train de regarder les vestiges d'une très ancienne civilisation martienne. Et bien sûr, cette histoire-là va faire boule de neige dans les milieux d'amateurs sur les ovnis. Il y a des publications qui seront concentrées essentiellement sur cette histoire du visage de Mars. Il y a un type, un dénommé Richard Hoagland, qui va écrire un ouvrage en 87, The Monument of Mars, A City of the Edge of Forever. Et dans cet ouvrage, il reprend plein de photographies qui ont été prises sur Mars, cette espèce de pyramide, ces pyramides, cette espèce de communauté ou de civilisation abandonnée, cette ville abandonnée, le visage, et on capitalise là-dessus et on tient des discours fantaisistes, même fantastiques, et les gens embarquent là-dedans. Ça fait même l'objet d'un documentaire, d'un volet dans la série Unsolved Mysteries, et en 2000... Là, bien sûr, on est dans le domaine de la fiction, mais en 2000, le film de Brian De Palma, Mission to Mars, tourne autour de cette histoire du visage de Mars. Donc, on le voit que cette histoire-là, c'est un peu incrusté dans la culture populaire, l'idée du visage de Mars. Et pendant tout ce temps, quand on posait la question à la NASA, eux haussaient les épaules en disant, les gens voient n'importe quoi, tu sais, c'est de la pareidolie, en fait, là? Ouais, c'est ça. Donc, ces images-là ont été prises a été prise à 1600 km au-dessus de la surface. Puis là, écoute, les gens, là, à force de zoomer sur le visage, certains disaient, j'ai l'impression de voir des globes parce que on a le visage et la position des yeux est marquée surtout par des espèces de creux, donc, qui sont dans l'ombre. Mm-hmm. Mais là, des gens grossissaient l'image, puis ça me semble que je vois des globes oculaires. D'autres disaient, quand on zoome sur la bouche, on voit des parties plus pâles, comme s'il y avait des dents à l'intérieur de la bouche. Donc, ça ne peut pas être une œuvre naturelle. Et tout ce temps-là, la NASA disait, mais voyons donc, ça a été pris à 1600 km d'altitude et les caméras qui étaient à bord de l'orbiteur de Viking n'avaient pas la résolution pour permettre de voir des globes oculaires ou sur une structure qui fait quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres. C'était impossible. Tu ne peux pas voir ça. Non seulement ces éléments-là n'existent pas, quant à l'image elle-même, c'est vulgairement un cercle, pas un cercle, mais un jeu d'ombre et de lumière, comme on en retrouve sur plein d'images qui ont été prises sur Mars, mais qui ne montrent pas forcément un visage humain. Il y a des photographies prises sur Mars où on a l'impression de voir un écureuil, un Mickey Mouse, des trucs comme ça, mais ce sont que des jeux d'ombre et de lumière.
Et là, les gens étaient persuadés. On a vu se développer dans la communauté des amateurs d'OVNI une espèce de vision conspirationniste. Non, il y a vraiment une ville sur Mars. Oui, il y a des pyramides, il y a des murs, il y a toutes sortes de trucs. Et il y a ce village au centre. Ça doit être Et là, on en arrivait à conclure que les artisans, les architectes de cette ville de Sidonia avec son visage devaient être les mêmes qui avaient initié à l'architecture les constructeurs des pyramides d'Égypte, la grande cité de Our sur Terre, dans le désert. Là, je crois que c'est près de Babylone ou des trucs comme ça. Donc, ces gens-là devaient être des espèces les pères ou les gens qui avaient éduqué les Sumériens, les Égyptiens, les grandes civilisations sur Terre. Ça devait être les mêmes initiateurs qui avaient conçu ces cités sur Mars. Et puis finalement, en 1997, les Américains ont envoyé la mission Mars Pathfinder, et là encore une fois, avec une espèce de vaisseau qui s'est mis en orbite autour de Mars et a commencé à prendre des photographies. Tu comprendras qu'en 1997, on est 20 ans plus tard, les caméras montées à bord de l'orbiteur en question, qui s'appelle à ce moment-là Mars Global Surveyor, les caméras sont 1000 fois plus puissantes qu'elles l'étaient durant la période des années 70. L'optique s'est développée, on a commencé la numérisation d'images. On n'est plus dans le même système. C'est comme comparer les caméras numériques d'aujourd'hui à les comparer aux anciens appareils argentiques qu'on avait, puis les appareils argentiques de mauvaise qualité. Là. Je parle pas d'un Hasselblad, là, comme ceux qu'on a amenés sur la Lune. Mais tu sais, bon, peut-être que toi, tu te rappelles pas de ça, mais moi, je me rappelle, les gens de ma génération qui ont 40, 50 ans se rappellent les petits appareils 110 avec un film à l'intérieur, là, ou les appareils Polaroid, tu pesais sur le piton puis la photo sortait. Là. C'était de mauvaise qualité. Donc, on pourrait comparer les caméras sur les orbiteurs de Viking versus les caméras montées sur Mars Global Surveyor. C'est à peu près la marche est aussi élevée. Là. Et là, donc, Mars Global Surveyor arrive autour de Mars, se met en orbite en 1997. Et puis, il commence à cartographier la surface de Mars. Et en 1998, dans son travail de cartographie, il passe au-dessus du désert de Sidonia. Et là, il reprend des photographies et là, la qualité des images montre clairement que c'est une structure naturelle. C'est clairement une roche qui s'est érodée et qui a quelques arêtes, et en fonction de l'ombre et de la lumière, ça peut donner à penser un visage, mais pas plus que Captcha, le visage de l'Indien ou New Hampshire, c'est rien de plus que ça. Et Mars Global Surveyor va refaire un passage et selon un autre angle de visée, et le Soleil n'est pas au même endroit en 2001. Il va reprendre à nouveau des photographies de la zone, et le visage, bien sûr, apparaît à nouveau, mais ce visage-là, quand je dis le visage, vous entendez, c'est le monticule rocheux, mais à cause de l'éclairage, on voit davantage de détails qui ne font que confirmer ce que la NASA a toujours dit depuis le début. Il n'y a pas de visage sur Mars, c'est une grosse roche qui s'est érodée, qui donne cet aspect-là. Et pourquoi je te dis que cette histoire-là de Mars, qui est un cas école et qui devrait être un cas école, il ne fait pas école. Parce que, bon, ce qu'on voit, c'est que pendant 20, 30 ans, des gens ont cru à ça. Là. Donc, à partir des années 90, puis encore aujourd'hui, des gens continuent de croire qu'il devait y avoir des structures ou qu'il y a des structures sur Mars, même si les orbiteurs, les nouvelles photographies prises de ces régions-là montrent que ce ne sont que des jeux d'ombre et de lumière sur des rochers qui ont des formes plus ou moins insolites. Et, comme tu l'as mentionné, c'est le jeu de la pareidolie. Hein. On va voir des visages, on va voir des formes qui nous sont familières dans des environnements où on est surtout confronté à de l'abstrait. Comme notre cerveau n'aime pas l'abstrait, il va dégager de cet abstrait des formes qui nous rappellent des choses qui sont familières. Et on devrait avoir appris de ça en se disant, bon, on s'est fait un peu entubé avec cette histoire de visage martien qui n'est rien d'autre qu'un rocher. Donc, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Mais c'est pas ça qui se passe dans le milieu des ovnis. On continue de s'échanger, par exemple, des vieilles images de la Lune des années 60, où là, on voit toutes sortes de trucs. Ouais, il me semble qu'il y a une montagne ici, là. On dirait qu'il y a un rocher particulier carré, on dirait qu'il y a un monolithe ici, on dirait qu'il y a une ville, on dirait qu'il y a un mur là. Mais ce sont toujours des photos des années 60. Il faut savoir que la Lune a été complètement refotographiée, recartographiée avec des sondes beaucoup plus performantes, et de ces mêmes régions-là, on a des photos de meilleure qualité.
si on se réfère à ces photos de meilleure qualité, on voit bien que ces formes-là n'existent pas. C'est simplement la mauvaise qualité de l'image qui donnait cette impression-là. Et on devrait se dire, on en a eu la preuve avec le visage de Mars, qui est un exemple éloquent. Donc, arrêtons de regarder des vieilles photos, puis référons-nous à des photos plus récentes, prises avec des caméras de meilleure qualité. Mais pas dans le domaine des ovnis, pas dans le domaine des gens qui aiment croire à cette réalité fantastique de structures bizarres sur la Lune, des structures bizarres sur Mars. Au lieu de se référer aux plus récentes photographies, ils se réfèrent à des vieilles photos de mauvaise qualité, et là, bien sûr, l'imagination s'enflamme. Et quand on leur demande pourquoi ne pas se référer à des photographies prises, par exemple, de la Lune, dans les années 2000, où les photographies sont une telle précision, qu'on peut voir les sites d'atterrissage des missions Apollo. On voit même les empreintes laissées par les astronautes en marchant. L'empreinte de leurs pieds. Tu te rends compte à quel point ces images-là sont précises. Et là, tu te dis, mais pourquoi vous prenez pas les photographies prises, par exemple, par le Lunar Orbiter qui a pris des photographies? Pourquoi vous ne prenez pas les photographies de cette sonde-là? Vous préférez vous référer à des photos qui ont été prises à la va-comme-je-te-pousse par des astronautes qui étaient dans les vaisseaux Apollo, en orbite autour, qui mettaient littéralement leur appareil Polaroid dans la fenêtre pour prendre des photos de la surface. Il y a comme quelque chose que je comprends pas. Et là, ça leur permet d'alimenter une espèce d'univers fantastique qui est tout à fait, en tout cas en ce qui me concerne, que je trouve tout à fait déstabilisant. Et j'ai fait une conférence à un moment donné, justement, une conférence que j'intitulais Alerte dans l'espace. Et j'ai pris des dizaines de photographies qui sont véhiculées dans les milieux amateurs qui croient à des civilisations sur Mars, des monuments sur Mars, des monuments sur la Lune et tout ça. Et j'ai pris les photographies de l'époque qu'ils utilisent comme argumentaire et j'ai mis à côté toutes les nouvelles photographies ou les photographies les plus récentes prises de ces mêmes régions-là, et on voit que les formes fantaisistes qu'ils voient n'existent plus. Elles sont remplacées par des cratères, des arêtes de collines, mais c'est rien de plus que ça. Et quand on leur présente ça, c'est plutôt que d'accepter cette réalité, il y a une espèce de fuite en avant. C'est non, c'est pas ça. La NASA dissimule le visage de Mars. La NASA nous dissimule qu'il y a une civilisation qui est fantastique qui a existé sur Mars, que des extraterrestres ont construit des bases sur la Lune, puis que les astronautes les ont vus, puis les ont photographiés. Donc on tombe dans une espèce d'univers de fantasme sur lequel la réalité, le bon sens n'a absolument plus prise. T'sais. Écoute, j'étais en train d'aller sur ces fameux sites Internet-là et on a même mis un pauvre Africain sur Mars en disant « Voici une photographie qui a eu lieu sur Mars. » Le gars est posé de super loin. Puis on dit que cet individu-là est sur Mars. C'est pas d'équipement, à rien. Tout va bien, lui. Il n'y a pas de bouffe. Mais tout va bien depuis des centaines et des centaines d'années. Écoute, Yannick, il y a même des photographies. Puis dans ma fameuse conférence, je les avais montrées. Il y a des photographies qu'on nous montre, qu'on retrouve sur des sites de gens qui disent « Ah, il y a des structures bizarroïdes sur la Lune, etc. » J'ai montré certaines de ces photographies-là ne sont même pas des photographies prises dans l'espace. Tu as des photographies, par exemple, qui ont été prises dans le désert, sur Terre. Une structure, mais oui, qui a été faite par une civilisation nomade dans le désert du Sahara ou des trucs comme ça, où il y a effectivement des ruines. Et ces photographies ont été prises soit par des satellites, soit par des avions en vol au-dessus de ces régions-là. Donc, on a pris ces photos-là et sur ces sites-là, on les retrouve, ces mêmes photographies, mais là, en nous disant que la photographie a été prise ou sur Mars ou sur la Lune, alors que c'est pas du tout le cas. Ce sont des photographies, effectivement, de ruines, mais c'est des ruines qui sont sur Terre, c'est pas des ruines qui sont sur la Lune ni sur Mars. Donc, on présente faussement ces photographies-là pour faire coller ce modèle de « oui, il y a des trucs bizarres sur la Lune » et tout ça. T'sais. Donc, c'est mon histoire du visage de Mars, cas école, qui aurait dû faire école, mais qui n'a pas fait école dans le milieu des amateurs d'une espèce de réalité fantastique. Donc, on est un peu passé aux côtés de la cible avec ça. Écoute, j'hésite parce qu'après la pause, je vois l'actualité de la semaine que tu voulais nous jaser, puis je vois que tu voulais faire un retour sur le documentaire d'Elisa Lam. Oui. Je sais pas si je vais t'en parler. J'ai peur que tu te fâches. Non, mais non, on va en parler. Okay. Moi, je veux t'en parler. 19h37, on vient. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X.
Dernier segment de Radio X-Files en ce vendredi 19 février. Simplement vous mentionner que demain, vers les alentours de 11h midi, le podcast sera disponible. On revient un peu sur les actualités de la semaine. Tu voulais nous parler de Madame Lam. Tu voulais revenir un peu sur cette histoire, sur le documentaire d'Elisa Lam. On en a parlé à quelques reprises ces dernières semaines. Et donc, la première fois qu'on en a parlé récemment, c'est il y a 3 semaines. On était à 1 semaine à peu près avant la première diffusion de ce documentaire là, qui s'intitule Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel. Oui. C'est l'affaire Elisa Lam. Et j'avais tenu un commentaire assez caustique sur cette histoire-là parce que en écoutant la bande-annonce, l'affaire est présentée avec beaucoup de sensationnalisme. Donc, j'ai regardé cette semaine le documentaire en question. C'est 4 épisodes d'1 heure. Et je dois faire mon mea culpa. Je persiste et signe que la bande-annonce, elle est tout à fait sensationnaliste et de mauvais goût. Mais en revanche, le reportage, il est tout à fait correct. Un peu long, hein, il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu être enlevés, mais ce que l'on voit là-dedans, c'est on voit les policiers, les enquêteurs, le médecin légiste, et leur discours, c'est exactement le même. Puis c'est bien sûr, parce que mon discours que j'ai tenu il y a 3 semaines est basé sur leur rapport. Hein, parce que les gens souvent ont l'impression de dire c'est l'idée ou l'hypothèse de Christian Page. Christian Page n'a pas beaucoup d'hypothèses. Il n'est pas là pour faire des hypothèses. Moi, je suis un journaliste. Puis ce que j'ai annoncé dans l'émission, j'ai dit, dans l'affaire Elisa Lam, il n'y en a pas de mystère. Moi qui ai eu accès au dossier de la police, d'ailleurs, je me suis aperçu en écoutant le documentaire que j'étais un privilégié parce que les gens disent dans le documentaire qu'en dehors des policiers, personne n'a jamais vu les dossiers de la police. Non